Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Live Doctors et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie du professeur Pellissolo. Bonjour monsieur. Bonjour. Professeur Antoine Pellissolo, vous êtes professeur de psychiatrie, vous êtes chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, vous êtes également enseignant à l'université Paris-Est Créteil et vous êtes un spécialiste reconnu des TOC. Et aujourd'hui, ce sera notre sujet. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on appelle TOC? Alors TOC, c'est déjà une abréviation, ça veut dire trouble obsessionnel compulsif. C'est pas très joli comme terme maintenant, mais c'est une maladie qui est caractérisée par des obsessions et des compulsions. Les obsessions, c'est les idées fixes qui reviennent, qui sont souvent des questions qu'on se pose. Est-ce que j'ai fait les choses correctement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans mon comportement? Et puis, tout de suite après, très souvent, il y a des rituels, des comportements qui sont répétés de manière exagérée. Les deux peuvent être tout à fait normaux chez tout un chacun. Ils deviennent pathologiques et on passe dans le registre donc de la maladie obsessionnelle quand c'est trop souvent et quand c'est handicapant. Et les symptômes principaux que l'on connaît, parce qu'on souvent c'est des choses qui ont été déjà un peu expliquées, ce sont les obsessions autour de la propreté, le besoin de garder les choses propres, soit en soi, soit à l'extérieur de soi, et le besoin de faire les choses correctement, c'est-à-dire ne pas commettre d'erreurs, ne pas prendre trop de risques, se contrôler à tous les niveaux. Ça peut être à la fois contrôler sa pensée correctement et les actes et ce qu'on produit auprès des autres. Donc d'être vraiment dans le contrôle de soi. Moi j'appelle ça la maladie de l'hypercontrôle d'une certaine manière. Quelle est l'épidémiologie de cette affection qui reste mystérieuse encore Alors, on connaît vraiment cette maladie depuis à peu près 30 ans. Donc, il y a des recherches qui ont été développées depuis 30 ans. Donc, on ne connaît pas tout, effectivement. On sait que c'est une maladie fréquente. Avant, on disait la névrose obsessionnelle, l'ancien terme, était très rare. En réalité, c'est une maladie fréquente. À peu près 1 à 2% de la population générale. Donc, beaucoup de personnes, des hommes comme des femmes. Ça touche autant les hommes que les femmes. Et ça commence tôt dans la vie, souvent dans l'enfance. Un peu plus tôt chez les garçons que chez les filles, donc c'est autour de l'adolescence en général, parfois un petit peu plus tard. Et malheureusement, quand la maladie est sévère, ça peut durer pendant des années, parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois toute la vie. Donc ça touche un public très large et dans tous les pays. Quelles que soient, je dirais, des caractéristiques psychologiques, ça peut toucher des personnes très différentes, même si en moyenne, ça touche quand même plutôt des personnes qui ont une personnalité aussi un petit peu obsessionnelle, un petit peu pointilleuse sur les choses, très ordonnée, mais pas seulement. Il y a des gens qui ont un caractère en fait qui ne fait pas comme ça spécialement maniaque, mais qui ont des symptômes isolément de lavage, de vérification, de phobie d'impulsion, qui sont les peurs vraiment de créer des actes dangereux ou de blesser les autres, ou ce type de comportement. Donc un trouble vraiment répandu chez des centaines de milliers de personnes en France, par exemple. Beaucoup ne se reconnaissent pas tout de suite comme étant malades. Ils ont au départ une certaine incompréhension de leur comportement. C'est souvent les autres aussi qui le remarquent avant eux. Ça met plusieurs années en général à mûrir d'une certaine manière, de se rendre compte que c'est excessif. Et la demande d'aide, parfois, met du temps aussi à se développer. Parfois, elle vient pas du tout. Il y a des gens qui ne se soignent pas, malheureusement, parce que ne se sentant pas malades, ou ne sachant pas qu'il y a des choses à faire, donc c'est bien, pour ça que c'est bien d'en parler. Et puis, heureusement, il y a des solutions efficaces qui marchent, donc c'est pour ça que c'est bien aussi de consulter. Y a-t-il des causes ou des mécanismes particuliers d'apparition des troubles obsessionnels compulsifs? Alors, comme beaucoup de maladies psychiques, on ne sait pas bien quelle est la cause. En général, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. Et c'est à la fois des causes biologiques, probablement, et des causes psychologiques qui interagissent les unes avec les autres. Dans les causes biologiques, il y a sûrement une participation de certaines fonctions cérébrales. Et on sait, d'après des études, soit chez des animaux, qui peuvent avoir des comportements un peu similaires, soit chez l'homme, avec l'imagerie cérébrale fonctionnelle notamment, que certaines régions du cerveau sont, en général, plutôt hyperactives. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent de manière excessive dans des espèces de boucles un petit peu sans fin. Et donc ça, c'est la partie biologique.
psychologique et elle est ancrée en nous parce que probablement les comportements qui sont à la base des TOC, le besoin de vérifier, le besoin de se laver, le besoin de se contrôler, est vraiment ancré dans notre biologie. Ça nous a servi dans l'évolution à survivre à tout un tas de dangers réels, donc de vraiment se protéger des risques que l'on pourrait créer soi-même. Et puis ça c'est la partie vraiment très très biologique, très cérébrale. Et puis elle est en fait probablement déclenchée, amplifiée par des facteurs psychologiques. Ce sont des stress, souvent des stress mais sévères, hein, c'est-à-dire des événements graves. Un traumatisme, ça peut être le cas, ou je dirais des événements de vie, c'est-à-dire un changement de vie. Parfois, c'est des déménagements, par exemple, chez les jeunes qui provoquent des déstabilisations. Chez les adultes, par exemple, il y a la grossesse et plutôt l'accouchement et le fait de devenir parent, et surtout chez les mères, qui est un déclencheur. Probablement parce qu'il y a une remise en cause d'un certain nombre de facteurs psychologiques qui vient probablement réveiller quelque chose qui était latent et que je vous dis, on a tous en nous parce que ce sont des comportements au départ utiles. Il est toujours bon de vérifier, de se laver, de faire attention à soi, mais chez les personnes qui ont une fragilité, ça devient incontrôlable, ça devient excessif et parfois très très long. Il y a des gens qui passent des heures dans des symptômes comme ça de vérification, de rituels excessifs, qui peut être très handicapant. Il est important de dissocier et de rassurer les téléspectateurs qu'on peut avoir une attitude de contrôle, de vérification, mais que ça n'est pas forcément un TOC. Bien sûr. Alors la différence entre le normal et le pathologique est toujours compliquée parce que c'est un continuum. Donc il y a, je vous disais, des comportements tout à fait adaptés et utiles, vérifier quand on n'est pas très sûr et surtout quand c'est des choses graves qui peuvent arriver, se protéger des microbes, de la saleté, de la contamination, ça fait partie heureusement des défenses importantes. La limite, c'est quand en gros on refait quelque chose qu'on a déjà fait, et quand on sait qu'on l'a déjà fait. Revérifier quelque chose qu'on a déjà vérifié, ça devient excessif. Laver quelque chose qui est propre, je me lave les mains 4 fois, ou je fais le ménage 4 fois de suite, ou 10 fois de suite, on sait que c'est trop. Et ça, souvent, les personnes finissent par se dire, bon, je sais que c'est inutile, mais c'est plus fort que moi, c'est ça le terme qui vient. Et en gros, pour nous, le critère qui fait qu'on passe dans quelque chose de pathologique, c'est quand on y passe, par exemple, plus d'1 heure par jour, alors tout compris, en accumulant toute la journée, dans des comportements excessifs ou dans des perturbations. C'est-à-dire vous avez l'esprit parasité, parce que beaucoup de TOC ne se voient pas, les obsessions ne se voient pas. Donc ça peut être dans la tête. Je peux vous parler tout en posant plein de questions, en essayant de vérifier ce qui se passe, en refaisant des retours en arrière. Ça peut être ça, de ressasser des choses du passé, de compter. C'est un autre symptôme fréquent. On peut être amené à compter les événements, à se faire des calculs dans la tête. Tout ça, ça occupe l'esprit, mais ça ne se voit pas. Et quand c'est plus d'1 heure par jour, on considère que c'est pathologique. Quels sont les signes cliniques majeurs que l'on rencontre dans les TOC ? Alors, les signes cliniques majeurs, il y a 3 ou 4 thématiques vraiment essentielles qui ont à chaque fois des obsessions et des compulsions, c'est-à-dire des pensées et des comportements. Les principaux, ce sont les risques qui tournent autour de la saleté, de la contamination. Donc l'idée qu'on n'est pas propre, ou que les choses autour de soi ne sont pas propres, et qu'il va falloir laver, et de manière excessive. Donc les rituels en question, c'est lavage des mains, le ménage, et puis surtout l'évitement, parce que quand on ne veut pas se contaminer, on ne touche plus à rien. Donc vraiment l'élément principal dans ces cas-là, c'est le lavage ou la toilette excessive et le ménage excessif. Ça, c'est des choses qu'on connaît bien parce qu'on l'a déjà vu chez certaines personnes ou dans des médias, etc. Le deuxième type d'obsession, ce sont les obsessions d'erreur, quand on a peur de mal faire et donc de provoquer toujours des choses graves, parce que derrière ça, il y a toujours la peur de tomber malade, de provoquer une catastrophe, soi-même ou ses proches. Donc, ce sont souvent des obsessions d'erreur qui conduisent à des vérifications. Donc, c'est aussi très classique. Je me pose la question, est-ce que j'ai bien fermé la porte de ma voiture tout à l'heure parce que je suis allé vite ? Si finalement j'ai l'habitude de le faire correctement et que je n'ai pas de TOC, je vais plus y penser là d'ici quelques secondes. Si je suis vraiment dans cette maladie, je vais y penser tout le temps et je vais pas pouvoir me retenir d'aller vérifier. Donc de refaire les choses, de répéter, parfois 1 fois, 2 fois, 3 fois, parfois des dizaines de fois. Donc ça peut être très large comme gravité. Et puis l'autre élément souvent complémentaire à ça, c'est tout ce qui est un peu de la pensée qu'on appelle magique sur les choses. C'est-à-dire d'avoir l'impression que quand on a pensé à quelque chose, on risquerait d'être responsable souvent d'une catastrophe qui est souvent là aussi des maladies, des accidents, des malheurs qui peuvent arriver. Et donc on essaye d'annuler ça. Comment on peut annuler quelque chose qui n'est pas encore arrivé ?
et sur lequel en général il n'y a pas d'éléments en plus très rationnels, ben, on se passe des formules magiques, on a des rituels dans la tête, une espèce de conjuration, ou alors on se protège avec des petites superstitions, hein, comme on peut se représenter ça, je sais pas, des gris-gris. Alors il y a des gens qui se lavent les mains aussi dans ces cas-là, ça n'a pas de rapport avec la saleté, mais c'est une façon de s'en laver les mains, comme on dit. Donc ce sont des actes là plutôt de conjuration. Après il y a plein de choses variées qui peuvent être donc de compter les choses, de faire des calculs avec des chiffres souvent aussi un peu magiques. Je fais tout pour éviter le chiffre 13, le chiffre 7 parce qu'il y a telle ou telle valeur, c'est très personnel. Bon, avec ça on a à peu près l'essentiel. Plus dernier point, ce qu'on appelle les phobies d'impulsion, c'est pas vraiment une phobie, c'est un terme qui est un peu différent, mais qui est lié vraiment à la peur de commettre un acte grave, soit physiquement, c'est-à-dire en agressant quelqu'un ou en se faisant du mal à soi-même. C'est vraiment une thématique fréquente, donc d'avoir peur de se jeter dans le vide comme ça quand on est auprès d'un précipice ou d'un pont, et puis de commettre aussi des actes moralement comme ça inconvenants, c'est-à-dire de dire des gros mots, d'insulter quelqu'un, de provoquer les autres. Avant c'était très tourné autour de la valeur morale, de la sexualité notamment, parce que c'est aussi l'idée qu'on perdrait son contrôle et que ça conduirait à des choses graves. Alors on a à peu près les principaux symptômes, et puis il y a beaucoup de gens qui ont des choses très personnelles, qui ressemblent un peu à ça, mais qui sont en fait leurs symptômes à eux. On est quand même à la limite de la superstition dans certains cas. Oui, la superstition, on peut dire que c'est la base de certaines idées obsessionnelles de pensée magique. Sauf qu'en général, la superstition, on peut toujours dire, bon, je le fais parce que c'est une habitude, parce qu'il y a un aspect culturel, hein, on a transmis ça d'une génération à l'autre. Quand il faut vraiment transgresser, en général, on arrive à transgresser quand c'est vraiment trop fort. Les gens qui ont des obsessions de type maladif, hein, de type TOC, souvent, malgré ce caractère absurde, etc., ne se sentent pas capables et se disent, je ne peux pas transgresser parce qu'on ne sait jamais. C'est vraiment la culture du risque zéro, c'est-à-dire que la précaution absolue, le risque zéro, on ne sait jamais, même si c'est 0,01% de risque, je ne le prends pas. Et tout ce qui est autour de la pensée magique, c'est quand même des choses souvent un petit peu limites, enfin les limites à expliquer. C'est très proche aussi des croyances religieuses dans certains cas. Et il y a souvent une frontière qui est pas très simple parce que la question de la conjuration, elle peut être difficile à admettre. Donc, mais bon, les gens y arrivent en général à faire la part entre ce qui est leur TOC et des croyances religieuses, mais il y a des éléments sur lesquels il n'y a jamais d'éléments de réalité absolue, de vérité absolue, surtout quand ça concerne l'avenir. L'accident qui pourrait survenir par ma faute, même s'il n'y a pas d'éléments concrets qui relient l'un à l'autre, si on ne supporte pas l'idée que ça puisse arriver, parce que c'est des choses graves en général, on va tout faire pour se décharger de cette espèce de culpabilité quand même qu'il y a derrière. C'est souvent très fort, hein, l'idée de culpabilité. Peut-on parler d'une approche psychanalytique des TOC, en tout cas une explication psychanalytique par rapport aux troubles obsessionnels compulsifs? Mais alors c'est un sujet un peu compliqué parce que c'est souvent des approches très théoriques, hein, et qui sont difficiles à valider de manière, je dirais, expérimentale. Donc pendant très longtemps, on parlait de névrose obsessionnelle, c'était le terme psychanalytique, au sens de la névrose, c'est-à-dire un trouble qui se développe souvent dans l'enfance à cause de conflits inconscients, de choses un peu réprimées. Et pour les obsessions, c'était souvent autour, enfin c'est souvent supposé autour du contrôle, alors notamment à un stade particulier de l'enfance qui est le stade anal, hein, où on est censé apprendre la propreté. Et donc c'était longtemps conçu comme ça, c'est-à-dire une névrose conçue autour de mécanismes psychiques très très anciens. C'est sûrement le cas. Une fixation au stade anal. Voilà, c'est la terminologie, je dirais, officielle, qui a été notamment étudiée par Freud, hein, donc dès son époque, sur des exemples vécus de patients. Pendant longtemps, ça a été ça un petit peu le principe théorique, mais en se disant que c'était en fait rare comme névrose. Et comme on sait maintenant que c'est beaucoup plus large, que c'est pas une maladie rare, que c'est une maladie fréquente, et pour lesquelles certains mécanismes psychiques correspondent à ça, chez certaines personnes, pour lesquelles la part de la névrose est importante, donc d'une certaine partie d'une structure de personnalité particulière, mais pour d'autres, ça ne correspond pas vraiment. Et donc, en tout cas, les profils sont beaucoup plus larges. Il y a des gens qui ne sont pas du tout, en fait, au départ obsessionnels, qui développent des troubles obsessionnels compulsifs. C'est ça qui est un peu nouveau, hein. Et puis, par ailleurs, en tout cas, la validation par le traitement ne fonctionne pas bien. Malheureusement, les thérapies de type psychanalytique ne fonctionnent pas bien dans les troubles
obsessionnel. Donc, ça ne vient pas en tout cas confirmer, dans la majorité des cas, hein, il y a sûrement des personnes pour lesquelles ça fonctionne, mais en tout cas la théorie sous-jacente qui serait l'explication du trouble. Donc ce dogme qui était que le TOC était lié à cette fixation au stade aujourd'hui est battu en brèche. En tout cas, on ne peut pas généraliser cette explication. Elle est valable pour certaines personnes et donc pour lesquelles peut-être un travail particulier peut être fait autour de ça. Mais vraiment, moi j'ai été surpris au départ parce que j'avais cette formation-là aussi dans mes études et quand j'ai commencé à rencontrer des personnes souffrant de troubles obsessionnels, de maladies obsessionnelles, j'en ai vu qu'il y avait des personnalités de tout genre, des profil plutôt hystérique, plutôt obsessionnel dans certains cas, mais aussi, en général, quand même, c'est plutôt des personnes anxieuses, hein, tout simplement, anxieuses, parfois avec des phobies associées, mais tous les profils, vraiment, des personnes, en fait, qui n'ont pas de dimension représentative de cette fixation, qui peuvent aussi être touchées. Quels sont les traitements des troubles obsessionnels compulsifs ? Alors, la maladie obsessionnelle se soigne plutôt bien, donc c'est important de savoir parce qu'il y a des choses à faire. C'est pas toujours facile, hein, il y a des traitements qui sont parfois longs, mais on obtient des bons résultats dans à peu près 70% des cas. Des bons, moyens ou très bons résultats, ça dépend évidemment des personnes. Il y a 2 traitements validés qu'on connaît bien depuis 20 ans, 30 ans, qui sont maintenant bien codifiés et qui fonctionnent. C'est des traitements médicamenteux d'une part, et des traitements de type psychothérapie, mais vraiment dans le registre des thérapies comportementales et cognitives. Alors, si on commence par les médicaments, parce que c'est souvent la première chose que l'on propose, qui va être adaptée ensuite à chaque personne, mais les médicaments, ce sont certains antidépresseurs. Alors, les médicaments antidépresseurs qui sont au départ utilisés pour la dépression, dont on sait maintenant qu'ils fonctionnent aussi en dehors de la dépression, pour des personnes qui n'ont pas de dépression, mais qui ont des troubles obsessionnels, qui ont en fait un effet anti-obsessionnel. On pourrait appeler en fait ces médicaments-là aussi des anti-obsessionnels. Ce sont certains antidépresseurs en fait qui agissent sur la sérotonine, qui est un des neurotransmetteurs, donc qui est impliqué probablement dans le trouble obsessionnel. Donc la particularité d'un antidépresseur, c'est que ça se prescrit sur le long terme. Ce n'est pas un effet immédiat, c'est un effet un peu différé. Un délai d'action. Oui, et peut-être un peu plus long même pour les maladies obsessionnelles. C'est parfois au moins 1 mois, voire 2 mois. Donc, il faut prendre du temps pour le mettre en place. On parlait d'une imprégnation du système limbique. Il y a sûrement le temps que, en fait, c'est plutôt au niveau des récepteurs qu'il y a des modifications qui sont elles-mêmes thérapeutiques. Donc, c'est pas immédiat, c'est pas juste je prends le médicament, il agit, mais de manière en fait indirecte sur des remaniements de récepteurs dans le système limbique, mais aussi dans d'autres systèmes. Maintenant, dans les tox, c'est effectivement plus large probablement. Donc le médicament va être prescrit pendant plusieurs mois et s'il fonctionne parfois même pendant plusieurs années, parce que malheureusement quand il fonctionne très bien et parfois c'est vraiment très efficace, ce n'est que suspensif, c'est-à-dire qu'on n'obtient pas une guérison définitive. Mais ça peut être très utile quand on le supporte bien et quand l'amélioration est vraiment très nette. Quand on les arrête, malheureusement, il y a des risques de rechute parce qu'on n'a pas supprimé, on va dire, les causes ou la maladie elle-même. Est-ce qu'il y a un effet d'épuisement de ces médicaments avec le temps ou est-ce qu'en général cela stabilise le patient ? En général, il y a plutôt une bonne stabilité. Il peut arriver qu'il y ait des espèces d'échappements au fur et à mesure, mais ce n'est pas la majorité des cas. Par contre, la particularité, c'est que ce traitement-là est efficace souvent à dose un peu plus élevée que pour la dépression. Donc les médecins le savent, normalement, il faut augmenter les doses, parfois même à des doses très élevées, donc ça on peut le faire à l'hôpital dans des conditions particulières de surveillance, mais c'est une des particularités. Donc on prévient les gens, ne vous inquiétez pas, bon, c'est un petit peu au-delà de ce qui est prescrit d'habitude. Tout dépend des effets secondaires et normalement avec les nouveaux antidépresseurs maintenant, les plus récents, on obtient une bonne tolérance. Il y a moins d'effets secondaires. Il peut y en avoir toujours et donc c'est là qu'on essaie d'adapter le mieux possible. Les traitements médicamenteux, il y a juste à être vigilant de ne pas, par exemple, associer d'autres traitements et notamment les anxiolytiques finalement ne servent pas à grand chose dans les troubles obsessionnels. On les prescrit peut-être au début pour essayer de soulager un petit peu les angoisses, mais ils n'ont pas d'effet de fond sur la maladie. Et peut-être qu'au début, ils agissent sur ce noyau anxieux et cette douleur morale, mais en fait, le relais va être pris rapidement
par ces antidépresseurs qui, eux, ont une action de fou. Voilà. La différence, c'est vraiment sur la maladie elle-même. Sur l'anxiété, c'est vrai que ça peut être une aide au départ. On se méfie toujours parce que malheureusement, ce sont souvent des médicaments auxquels on s'habitue et quand on a commencé à les prendre, c'est difficile. Donc, il n'est pas toujours nécessaire du tout de les prescrire même au Aujourd'hui, début. vous évitez même. On évite, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une particularité avec les antidépresseurs aussi, c'est de se méfier de certaines personnes qui ont potentiellement, pas forcément connu, mais un trouble de l'humeur de type trouble bipolaire. Et dans ce cas-là, évidemment, il faut prévenir les risques de virage de l'humeur, comme on dit, d'état maniaque. Mais bon, ça, normalement, soit on le sait, soit on le surveille au fur et à mesure du traitement. Donc, il est important d'une prise en charge spécialisée. Voilà. Alors ça, évidemment, ça nécessite un diagnostic et un suivi spécialisé. Médical, en tout cas, ça peut être un médecin généraliste s'il connaît bien le trouble, ou un psychiatre, en tout cas, à un moment donné. Vous parlez de psychothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi cela consiste ? Alors, les psychothérapies pour les TOC, c'est vraiment la thérapie comportementale et cognitive qui est la plus efficace. J'ai surtout parlé de l'aspect comportemental tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de contrôler les compulsions, les rituels. La partie cognitive, en fait, ça consiste à essayer de réfléchir autrement aux situations, à la peur, à essayer de se mettre en accord avec soi-même. Je sais que je ne peux pas faire telle chose, ou est-ce que vraiment j'ai besoin de le faire, et de changer un petit peu, on va dire, le logiciel qui est sous-jacent au trouble obsessionnel. Donc c'est très pragmatique, c'est des choses quand même qui se font à deux avec le thérapeute parce qu'on va discuter en fait du plan d'action, hein, et on va le faire à deux même si après il y a des exercices tout seul. Donc ça c'est, je dirais, l'organisation générale des TCC, c'est la thérapie comportementale et cognitive. Après il y a beaucoup d'autres psychothérapies qui sont proposées pour les troubles psychiques et qui seront adaptés à chaque personne. C'est-à-dire que certains ont besoin par ailleurs de quelque chose qui ressemble à la psychanalyse ou de la vraie psychanalyse pour travailler sur soi par ailleurs. Ça peut être un complément. Ça va être la thérapie familiale aussi pour les enfants parce que dans les familles, il y a souvent besoin d'une intervention un peu globale ou des choses plus personnelles. Mais vraiment, ce dont on est sûr, c'est que la TCC permet de soigner correctement les troubles obsessionnels. Alors, en dehors des médicaments, l'autre solution importante, c'est le traitement de type psychothérapeutique, la psychothérapie. Ce qui est bien connu maintenant comme efficace, ce sont les thérapies comportementales et cognitives, qui ont des méthodes très adaptées pour soigner le trouble obsessionnel. En fait, c'est vraiment basé sur une compréhension du trouble lié à ce mécanisme d'auto-renforcement du trouble. Pour expliquer simplement, plus on fait de rituels, plus on a de compulsions, plus on a besoin d'en faire. Plus on fait, plus on a besoin d'en faire. Il y a une espèce de dépendance qui se crée au rituel parce qu'il soulage sur le moment, mais qui va malheureusement recréer le besoin de refaire l'acte, de vérifier, de repenser la même chose, etc. Donc la thérapie sert en fait à briser ce cercle vicieux, donc à s'exposer à un certain niveau d'obsession et à apprendre à ne pas faire les rituels en question. Donc c'est un apprentissage, ce sont souvent des exercices assez pratiques qu'on fait d'abord avec le thérapeute et puis qu'il faut répéter chez soi pendant souvent des périodes assez longues et qui permettent comme ça de prendre le contrôle un petit peu du trouble après avoir compris, parce qu'il y a une partie importante qui est en fait l'explication de comment ça marche, pourquoi on fait ça et comment on va vivre en fait avec cette thérapie souvent pendant quelques mois. Alors avec les thérapies comportementales, on obtient des bons résultats, souvent au bout de 6 mois jusqu'à 1 an, ça peut être long dans les formes graves, et ça vient compléter le traitement médicamenteux. Parfois on peut commencer par la thérapie parce que c'est peut-être ça qui va être préférable pour la personne, quand elle est disponible pour ça, parce que souvent ce qui est difficile, c'est soit on n'a pas le temps et on n'a pas envie de le faire, bon ça peut être un choix personnel, soit c'est difficile à faire quand on est envahi par l'angoisse. Et donc c'est là que le traitement au départ peut être préférable quand la personne soit est déprimée, parce que ça arrive aussi que ça soit associé, soit est très fatiguée ou très envahie en permanence et ne va pas pouvoir faire ce travail d'exercice pratique et surtout quand elle est prise par plein d'autres activités. Donc c'est une première étape, le traitement qui va soulager et après on fait la thérapie. Ou alors on commence par la thérapie et puis si finalement c'est trop dur, on n'arrive pas à des bons résultats, on va enclencher le traitement médicamenteux qui donne un complément d'action. Et pour certaines personnes, on va conduire les deux comme ça pendant quelques mois et pouvoir théoriquement plus facilement ensuite arrêter le traitement si la thérapie a été, efficace sur le noyau principal et qu'on va pouvoir par soi-même ensuite faire sa propre guérison d'une certaine manière. C'est très intéressant sur le plan philosophique, la relation entre les rituels d'une manière générale, on dit jeu ou autre, et les TOC. Et oui.
Ouais, de toute façon, c'est très intimement lié à beaucoup d'éléments de valeurs, de systèmes de valeurs en fait. De réassurance. Alors oui, il y a la partie biologique, je pense, qui est ce qui nous a permis de survivre quand même, et de se réassurer, c'est sûrement impliqué dedans, se protéger. Donc il y a beaucoup de religions aussi, on utilise ça, hein, et des rituels de protection divers et variés. Donc il y a la partie biologique qui est notre patrimoine quasiment génétique, je pense, en tout cas de l'espèce. Puis après, il y a les valeurs qu'on va soi-même développer. Mais alors bizarrement aussi, il y a des gens qui sont absolument pas dans des systèmes de croyances ou de valeurs, donc qui sont pas, je dirais, soumis à une force comme ça, spirituelle ou pas, et qui sont pourtant pris au piège aussi avec des rituels. Donc ce n'est pas le seul facteur. En tout cas, on peut pas dire que c'est induit par telle ou telle croyance. Ça peut être aussi vraiment très spontané, et là, je pense très biologique. Il y a des comportements qui sont quasiment de la neurologie, hein, comme on voit des gens, par exemple, remettre en place les choses, marcher d'une certaine manière, comme si en fait ils étaient téléguidés par quelqu'un qui leur disait de le faire, même s'ils savent que c'est eux qui le font. Hein. On n'est pas dans les hallucinations ou dans des idées délirantes, mais qui sont obligés de le faire et sans savoir pourquoi d'une certaine manière. Je fais ça, vous me demandez pourquoi, je sais pas, mais je suis obligé de le faire. Et ça, c'est une composante vraiment mécanique, on va dire, qui est une partie du trouble. Pour certains, c'est beaucoup plus mental. Ils vont avoir le même type de piège, enfin de prison mentale, autour d'éléments vraiment très psychologiques ou très conceptuels parfois. On voit des gens qui se répètent des formules de mathématiques compliquées parce qu'ils veulent trouver à tout près la solution, même si ça fait 20 ans qu'ils cherchent, mais parce qu'ils ont besoin d'avoir le contrôle sur ces choses. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'âge pour le début des TOC, mais chez les enfants, c'est peut-être plus impressionnant, plus particulier. Ouais. Alors, la maladie souvent commence entre 10 et 20 ans, le plus souvent, parfois même plus jeune. Alors ce qui est particulier, c'est que chez l'enfant, il y a des rituels qui sont tout à fait normaux. En tout cas, des stades normaux d'apprentissage, par exemple de la séparation, un certain nombre de choses. Les rituels du coucher, par exemple, tant que ça reste quelques minutes et pas, je dirais, une souffrance, c'est tout à fait banal, donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Par contre, dès que ça dépasse un certain temps et que ça devient envahissant, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent plus s'empêcher de répéter telle formule ou de toucher telle chose, et pendant une période longue, ça va les perturber, et donc c'est ça qui fait la pathologie. Donc on va rassurer de suite toutes les mamans, le doudou particulier chez l'enfant, qui est son objet contraphobique, c'est normal. C'est normal et c'est même, je dirais, renforcé par l'éducation parce qu'on l'utilise pour rassurer l'enfant, notamment autour de ces questions de séparation ou de malheurs qui peuvent arriver. La question, c'est quand ça dérape un peu, quand on passe dans quelque chose qui devient excessif, on peut plus s'en passer, et surtout le temps. Hein. Et en plus, le temps, quelles que soient les conditions. D'habitude, on est assez souple quand on peut pas le faire. Le rituel du coucher, quand on est pressé, qu'on n'a pas le temps, ben voilà, on va faire une exception. Quelqu'un qui a un trouble obsessionnel ne pourra pas faire d'exception. Et donc, si on s'oppose à lui à ce moment-là, c'est souvent le cas des parents qui disent bon, ça suffit, t'arrêtes de te laver, ça fait 10 minutes, enfin ça fait, je sais pas, 2 heures que t'es sous la douche. Ça crée des tensions et parfois même des choses violentes, hein, parce que si vous empêchez quelqu'un qui est très angoissé par son trouble de se rassurer, il devient parfois très colérique, parfois très opposant et violent. Ça crée des malaises dans les familles. D'où l'importance pour les parents de comprendre ce genre de situation, de les tolérer bien sûr, et puis d'essayer de trouver des solutions. Voilà. Pour les familles, au début il y a une incompréhension, donc c'est là que c'est important d'expliquer ce qui se passe, pour ne pas rejeter la faute comme ça sur la personne. C'est pas de sa faute, c'est quelque chose qui le dépasse, donc d'expliquer et puis de se mettre d'accord un peu sur une manière de faire. Donc c'est là que l'accompagnement des proches est utile, c'est qu'on va leur dire d'éviter les extrêmes en fait, soit de renvoyer, de rejeter la personne, que ce soit un enfant ou son conjoint ou quelqu'un de proche, dans une espèce de, je sais pas, de moquerie en disant mais c'est absurde, ça sert à rien, les personnes le savent et ça ne fait que les culpabiliser. Donc de ne pas être rejetant, mais de pas non plus être dans l'espèce de soutien total qui serait de dire par exemple je vais t'aider à faire les choses, et à les faire à leur place quasiment, et à devenir en fait soi-même impliqué dans le trouble. Et ça on sait que c'est plutôt délétère, c'est comme quand on fait trop de rituels, on a besoin d'en faire plus. Quand on fait les rituels avec la personne, malheureusement ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc ça sert à rien par exemple de faire le ménage à la place de la personne, parce qu'elle va dire bon il faut le faire encore plus. Il faut trouver un intermédiaire entre les deux. Et chez les enfants en particulier,
C'est une attitude d'écoute, c'est une attitude. Alors pour les enfants, il faut vraiment être bienveillant par définition parce qu'ils sont encore plus vulnérables, mais en essayant d'établir un dialogue sur qu'est-ce qui ne va pas d'une certaine manière. Parce qu'au départ, les enfants encore moins n'ont pas la conscience de ce qui est vraiment trop, de ce qui n'est pas justifié. Donc il faut discuter, dialoguer, leur dire, essayer de leur faire dire qu'est-ce qu'ils ont dans la tête parce qu'ils n'ont pas toujours comme ça spontanément la tendance à le dire. Et pour dire bon, qu'on peut alors soit consulter quand c'est nécessaire, soit au départ trouver un aménagement. On va essayer de réduire tout simplement. Au lieu de te laver pendant une demi-heure, on va peut-être réduire un petit peu le temps, on va voir ce que ça donne. Et ça, c'est tout en restant dans une bonne alliance. Vraiment, l'essentiel, c'est l'alliance qui reste heureusement un soutien essentiel pour les enfants ou pour la famille en général. Il est important de dire que la douleur morale chez les enfants existe aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est assez nouveau le fait qu'on sache que les troubles peuvent commencer dans l'enfance. Ça fait pas très longtemps que ça a été vraiment observé. Et les enfants peuvent souffrir autant que les adultes, et parfois plus parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens aussi de défense. Donc c'est la douleur morale et puis surtout le côté absurde des choses qui peut aussi les toucher très jeunes. Quoi, ça peut arriver. Nous, on a des patients qui ont commencé leur pathologie à 6-7 ans, hein, donc ça peut commencer dès l'école. Quelles sont les pistes de recherche aujourd'hui qui s'offrent à vous, professeur Pellissolo? Donc, on fait beaucoup de recherches dans les TOC depuis à peu près 20 ou 30 ans. Pendant longtemps, c'était essayer de comprendre le trouble et ça a progressé avec l'imagerie cérébrale, avec des recherches biologiques, un peu de génétique, mais on n'a pas trouvé, je dirais, des facteurs génétiques vraiment identifiés. Et donc, on se tourne de plus en plus vers la thérapeutique, vers l'innovation thérapeutique. Et donc, en dehors des médicaments qu'on essaye d'optimiser, il n'y en a pas des nouveaux comme ça très fréquemment, et des thérapies qu'on essaye d'optimiser aussi. On travaille maintenant sur en fait, des actions directes sur le cerveau, avec de la stimulation cérébrale, alors qui est encore au stade de la recherche le plus souvent et qui est pour l'instant le plus probant quand on va vraiment en fait pouvoir agir en profondeur sur le cerveau. Et on a depuis à peu près une dizaine d'années des protocoles qui permettent de stimuler de manière, on va dire, très ciblée avec un petit courant électrique certaines régions du cerveau qui sont impliquées dans le TOC, dont on sait qu'elles sont vraiment, qu'elles jouent un rôle. C'est pas forcément la cause ou le déclencheur du TOC, mais vraiment ce sont des mécanismes importants. Donc on va venir moduler avec un petit courant électrique très léger, hein, évidemment qu'on ne ressent pas soi-même, les noyaux en fait qui sont les noyaux importants du trouble obsessionnel. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Les résultats sont plutôt très favorables. Ces travaux sont venus à la fois de la compréhension qu'on a de la maladie grâce à l'imagerie cérébrale, et puis aussi de ce qui se fait dans la maladie de Parkinson, qui est une maladie assez proche sous certains aspects des troubles obsessionnels au plan neurologique, et dont on sait que là, que le traitement par stimulation fonctionne depuis 15 ou 20 ans, et les neurochirurgiens connaissent cette opération. Donc on l'a fait de manière au départ un peu empirique, et maintenant les résultats sont quand même très consistants, évidemment pour des formes très sévères de la maladie, pour des personnes pour lesquelles le traitement ne fonctionne pas avec les outils classiques, parce que malheureusement il y a un risque avec ces opérations qui est soit de l'opération elle-même, une hémorragie, une infection, et c'est quelque chose de très lourd, donc on peut pas le faire évidemment à tout un chacun, mais c'est une des pistes de recherche importantes parce que les résultats sont plutôt favorables. On essaie de faire la même chose avec des outils moins, on va dire, moins invasifs, moins dangereux, un champ magnétique, un courant électrique de l'extérieur. Pour l'instant, ça reste un peu plus, je dirais, à un stade d'étude parce qu'on n'a pas de résultats suffisamment forts pour dire qu'on va l'utiliser de manière courante. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus sécurisé que de faire une opération chirurgicale. C'est le même principe que le traitement qui est proposé pour la maladie de Child-Tourette. Alors, pour la maladie de la Tourette, donc les tics complexes, sévères, on a aussi une possibilité d'opération chirurgicale avec la stimulation. Ce ne sont pas les mêmes noyaux, mais c'est un petit peu à côté. Effectivement, les deux maladies sont aussi très proches. Hein. Dans les tics, c'est purement des gestes ou des séries de gestes ou des vocalisations parfois. Donc, il n'y a pas de session derrière, mais il y a cette partie comme ça de mauvais contrôle de soi qui est sûrement commun aux deux maladies. Et effectivement, ça se ressemble au niveau des techniques de stimulation. Est-ce qu'on a pu mesurer lors de la stimulation de ces noyaux la libération de certains précurseurs hormonaux ou c'est juste une action électrique? Ou est-ce qu'on pense qu'il y a là Il y a forcément les deux parce que le cerveau fonctionne avec en gros de l'électricité et de la biologie, de la biochimie, parce que c'est les neurotransmetteurs.
on a plutôt des résultats intéressants sur l'activité électrique, ce qu'on appelle l'électrophysiologie. Donc, effectivement, pendant l'opération, on a des capteurs, puisqu'on est au cœur du cerveau, qu'on peut enregistrer. Et on peut enregistrer, en gros, l'activité quasiment d'un seul neurone. C'est assez stupéfiant. Avec des techniques spécifiques, on peut enregistrer la décharge d'un neurone, et surtout au moment où on fait faire des tâches au sujet. Parce que l'opération qui est longue, qui est assez spectaculaire, parce que vraiment on est rentré dans le cerveau du sujet. Il y a des moments où il est réveillé. Il n'est pas tout le temps endormi, il est endormi juste au moment où on fait l'implantation. Et on va pouvoir tester des choses, même au bloc opératoire, en lui demandant, par exemple, s'il a des obsessions, et on va parfois même déclencher, s'il est déclenché, des symptômes. Et on peut faire le lien, c'est très très préliminaire, mais entre l'action de l'activité de tel neurone à tel moment sur une obsession. Donc c'est ça qui est plus facilement mesurable, parce que la quantité de neurotransmetteurs, leur action, c'est très complexe, c'est en réseau, il y a des effets de cascade, et puis c'est rarement immédiat. En tout cas, on n'a pas cette mesure-là, je dirais, instantanée de la quantité ou de l'action de tel neurotransmetteur. On le fait de manière un peu retardée avec des PET scans, par exemple. On l'a fait chez les patients qui ont été étudiés, et on voit certains, effectivement, remaniements, en fait, une normalisation d'activité de certaines zones cérébrales et du fonctionnement de certains neurotransmetteurs. Une question sur les données épidémiologiques actuelles, et puis sur les résultats que vous avez, puisqu'il y a maintenant des traitements, et des traitements qui marchent. Tout à fait. Alors, je dirais l'estimation qu'on fait, c'est que à peu près 1% de la population générale souffre de troubles obsessionnels, à des degrés variables, certains assez légers, et puis d'autres beaucoup plus sévères. 600 000 personnes. Donc à peu près 600 000 personnes en France. Si on ajoute ceux qui ont eu un TOC dans le passé, c'est-à-dire qui ont été spontanément améliorés ou guéris, etc., c'est à peu près le double, donc 2% de la population, parce que c'est vraiment cette maladie fréquente, d'une certaine manière. Alors le pronostic... D'où le fait que tout le monde a entendu parler de TOC, ou connaît quelqu'un qui a eu un TOC. Là, tout le monde, on a des proches, et encore une fois, à des degrés variables, il ne faut pas dramatiser à chaque fois, et même si, jusqu'à présent, il y a quand même cet aspect un petit peu de honte qui fait que tout le monde n'en parle pas. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas le dire, c'est souvent encore un peu stigmatisé dans le travail, etc. Il y a cette difficulté à en parler, et qu'il faut continuer à surmonter, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte d'avoir tel ou tel trouble à un moment donné. Donc l'évolution habituelle, c'est que ça peut durer quelques années, ça peut heureusement souvent disparaître tout seul, donc quelques mois, quelques années, et une résolution spontanée comme ça par soi-même. Mais quand on soigne, on obtient heureusement des meilleurs résultats, parce que et surtout ça va plus vite. Chez à peu près la moitié des personnes qu'on soigne ont des bons résultats assez vite. Donc avec la thérapie ou avec le traitement ou les deux. Et puis l'autre moitié, ça va être plus long, ça va être plus ou moins, je dirais, réussi. On arrive à peu près, dans 70% des cas, à des résultats satisfaisants. Alors, il reste les 20% sur lesquels on travaille, nous, pour essayer d'améliorer les 20 ou 30% les plus résistants, comme on dit. Mais dans la majorité des cas, on arrive à des bons résultats, ce qui justifie que, voilà, on en parle et qu'on puisse consulter. Et puis, il y a un effort à faire. C'est sûr qu'il faut prendre un traitement, il faut faire une démarche, mais ça vaut vraiment la peine quand ça dure pendant des années, que ça peut être réglé en quelques mois. Il y a un gain, comme ça, de qualité de vie et de satisfaction qui peut être très, très notable. Professeur Pelissolo, merci. Merci pour ces explications sur cette maladie mystérieuse et qui touche énormément de monde. Merci pour les renseignements que vous avez donnés. Merci pour ce message d'espoir pour toutes ces personnes qui sont atteintes par le TOC. Merci à vous. Merci du temps que vous avez accordé. Je vous en prie. Merci à vous.